Nous allons supposer que cela arrive. Demain, à l'heure où les yeux du monde entier sont braqués sur les sommets enneigés de l'Italie, le lien est rompu. Imaginez que nous sommes en plein cœur des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. La ferveur est à son comble. Les stades sont pleins, les athlètes s'apprêtent à entrer dans l'histoire et soudain le grand vide se produit. Ce n'est pas une simple panne de quartier ou un bug passager sur vos applications, mais une coupure nette, physique et irrémédiable au fond de l'Atlantique. Dans ce récit, nous allons explorer l'anatomie d'une paralysie mondiale et voir comment un géant de glace va sectionner les artères vitales de notre civilisation numérique, plongeant les Jeux, l'Italie et la France dans un silence de 15 jours. Tout commence à 150 milles nautiques au large de la pointe du Finistère, dans un lieu que les marins appellent le talus continental. À cet endroit précis, la géographie sous-marine est vertigineuse car les fonds remontent brutalement d'une plaine abyssale de 4000 mètres pour former une marche d'escalier monumentale à seulement 200 mètres de profondeur. C'est sur ce rebord rocheux que reposent les câbles transatlantiques, des tubes d'acier à peine plus gros qu'un bras protégeant des fibres optiques de la taille d'un cheveu. Ces câbles sont les autoroutes de l'information qui alimentent toute l'Europe du Sud. C'est alors qu'apparaît l'iceberg A112, un fragment massif issu du glacier Jakobshavn au Groenland. Ce monstre de 2 millions de tonnes mesure plus d'1 kilomètre de long, et si sa partie émergée est déjà impressionnante, sa véritable menace réside dans son tirant d'eau. Sa quille de glace, durcie par des millénaires de compression, plonge à 215 mètres de profondeur. Porté par des courants profonds, le A112 dérive vers le sud-est, invisible sous la ligne d'horizon des radars de surface car 90% de sa masse est immergée. La collision est un choc des géants totalement silencieux pour ceux qui se trouvent à la surface. Lorsque l'iceberg arrive sur le rebord du plateau continental français, sa base heurte de plein fouet la roche à 200 mètres de fond. Sa masse colossale l'entraîne dans un labourage destructeur du sol marin. Les câbles stratégiques se retrouvent alors pris en sandwich entre la quille de glace et le granit du plateau. Sous une telle pression, l'armature d'acier est écrasée et les fibres de verre à l'intérieur explosent littéralement. À la vitesse de la lumière, l'information cesse de circuler. À Brest, dans le centre de surveillance d'Orange Marine, les ingénieurs voient instantanément une perte de signal totale s'afficher sur leurs écrans. Ils lancent des tests qui confirment le désastre. Le signal se perd dans le vide au large du Finistère. À des milliers de kilomètres de là, dans les stades de Milan et sur les pistes de Cortina d'Ampezzo, les écrans géants se figent et les systèmes de chronométrage s'éteignent. Le monde vient de basculer dans le temps du silence. Le premier choc n'est pas une explosion, c'est une absence. Au stade San Siro de Milan, alors qu'un match de hockey atteint son paroxysme, le fil invisible qui relie l'arène au reste du monde se rompt. La musique, diffusée par un système numérique complexe, remplit l'espace. Et puis, le vide. La musique se coupe net. Ce n'est pas un fondu enchaîné, c'est une exécution. Le silence qui s'abat sur la patinoire est plus bruyant qu'une explosion. On entend seulement le crissement des lames sur la glace vive et le souffle court de l'athlète qui retombe, désorienté. Les haut-parleurs ne diffusent plus qu'un bourdonnement électrique résiduel avant de mourir tout à fait. Les écrans géants de 200 mètres carrés, qui diffusaient les ralentis et les visages en liesse, se figent sur une image pixelisée. Un instant plus tard, ils s'éteignent. Le stade, d'habitude baigné par la lumière artificielle des scores, plonge dans une pénombre inhabituelle. 12 000 personnes lèvent les yeux vers les panneaux noirs, le souffle court. Alors se produit ce geste que les historiens du futur appelleront le dernier réflexe de l'ère numérique. D'un seul mouvement, 12 000 bras se lèvent. 12 000 smartphones sont brandis vers le ciel. On ne regarde plus le match, on ne regarde plus l'athlète. On cherche une barre de réseau, un signal, une preuve que nous existons encore aux yeux du monde. Mais sur les écrans tactiles, la magie est morte. L'iceberg A112, en broyant les câbles au large de la Bretagne, a sectionné le cerveau de ces machines. Les antennes 5G qui entourent le stade continuent de briller dans la nuit. Mais elles ne transportent plus rien. Elles sont comme des phares dont l'ampoule serait intacte, mais dont le courant aurait été coupé à la source. Le flux est mort. Les réseaux sociaux sont devenus des coquilles vides. Au bord de la piste, les juges officiels s'acharnent sur leurs tablettes de notation. Reliées en Wi-Fi aux serveurs centraux, elles sont totalement figées. La note de l'athlète n'apparaîtra jamais. Le score de toute une vie de sacrifice vient de s'évaporer dans les profondeurs de l'océan, écrasé sous la quille de glace.
Dans les tribunes de presse, l'élégance olympique laisse place à une panique froide. Les envoyés spéciaux voient leurs moniteurs de retour devenir noirs. Ils parlent dans le vide. Leurs ordinateurs affichent tous le même message d'erreur, indiquant que le serveur est introuvable. Leur voix, qui devait atteindre des milliards d'auditeurs, s'arrête au mur de la cabine. L'audience mondiale vient de s'évaporer. Le danger change alors de visage. Pour les carabinieri, la police italienne, le grand vide signifie la perte de contrôle total. Les caméras de surveillance à reconnaissance faciale, censées protéger le stade, sont aveugles. Sans le serveur central situé à des milliers de kilomètres, ces caméras ne sont plus que des morceaux de verre inutiles. La sécurité repose désormais uniquement sur l'œil humain et sur le sifflet. C'est ici que l'angoisse individuelle prend le dessus. Un enfant s'éloigne de quelques mètres dans la foule. En temps normal, un simple appel aurait suffi. Mais ici, le téléphone n'est plus qu'un poids mort de 200 grammes dans la poche. La mère appuie frénétiquement sur le bouton appeler. Mais le message échec de l'appel s'affiche avec une régularité de métronome. Elle hurle le nom de son fils, mais sa voix est perdue dans le brouhaha d'une foule en panique. Le blocage descend jusqu'aux besoins les plus primaires. Aux buvettes, la tension monte car l'argent a disparu. Plus aucun terminal bancaire ne fonctionne. Les cartes Visa et Mastercard sont rejetées. Sans connexion au serveur de vérification, le système financier est paralysé. On ne peut plus acheter une bouteille d'eau ou un sandwich. Seuls ceux qui ont gardé l'habitude du liquide peuvent encore se nourrir. Les autres sont affamés avec des comptes en banque inaccessibles. Alors que la foule commence à évacuer San Siro, elle ne sait pas encore que le piège est bien plus vaste. Dehors, les taxis sont à l'arrêt car leurs applications de guidage GPS sont mortes. Les métros automatiques ralentissent car les systèmes de contrôle subissent des coupures de synchronisation. L'iceberg A112 a fait son œuvre. Il a transformé la fête en un huis clos psychologique où chacun est désormais seul face à l'inconnu. Dans les bureaux feutrés du comité d'organisation à Milan, l'ambiance vire au cauchemar. Pour le staff, le grand vide n'est pas seulement une absence d'image, c'est une perte totale de contrôle. Toute l'infrastructure des jeux repose sur le numérique. Sans le lien rompu par l'iceberg A112, les organisateurs deviennent des capitaines de navires sans boussole et sans radio. La vitesse de l'information passe de la lumière à celle d'un homme qui court. Au cœur du village olympique, l'atmosphère est surréaliste. Les fenêtres brillent encore, mais cette lumière est trompeuse. Si l'électricité circule toujours dans les câbles de cuivre, le système nerveux qui l'équilibre est en train de mourir. Le réseau électrique moderne a besoin d'Internet pour savoir où envoyer l'énergie. Sans cette gestion intelligente, le courant devient instable. On observe les premières baisses de tension, des lampadaires qui grésillent et des ascenseurs qui se figent entre deux étages. La ville ressemble à une coquille vide. Elle brille encore de l'extérieur, mais ses organes vitaux s'éteignent les uns après les autres. Dans les chambres, le silence est pesant. Habituellement, après l'entraînement, les athlètes appellent leur famille en visio à l'autre bout du monde pour évacuer la pression. Aujourd'hui, le lien est coupé. Un patineur canadien ou une skieuse japonaise se retrouvent isolés à Milan, sans aucun moyen de savoir si leurs proches vont bien. Cette solitude numérique pèse plus lourd que la compétition elle-même. Ils sont prisonniers d'une chambre chauffée et éclairée, mais totalement déconnectés de leur existence réelle. Pourtant, un phénomène étrange se produit dans les zones communes. Privés de leurs écrans, les athlètes recommencent à se regarder. On voit des délégations qui ne se parlaient jamais échanger des informations. Les tables du réfectoire redeviennent des lieux de conversation réels. Mais cette fraternité forcée cache une angoisse logistique. Le staff du village doit gérer les stocks de nourriture sans inventaire numérique. Les cuisiniers préparent les repas dans l'incertitude, craignant qu'une coupure de courant brutale ne vienne paralyser les chambres froides. Le staff médical est confronté à un danger réel. Les dossiers des athlètes, leurs antécédents et leurs protocoles de soins sont stockés sur des serveurs distants. Si un skieur se blesse gravement à Cortina, les médecins doivent agir dans l'incertitude. Ils ne peuvent tout d'un plus transmettre les radios vers les spécialistes. La médecine de pointe redevient une médecine de terrain, où l'instinct remplace la donnée, sous des plafonniers qui menacent de s'éteindre à chaque instant. Dehors, la logistique s'effondre. La gestion des navettes entre le village et les sites de compétition est paralysée. Les chauffeurs n'ont plus de GPS. Les badges électroniques qui ouvrent les zones sécurisées ne répondent plus. Les volontaires doivent improviser des contrôles manuels, créant une frustration immense chez les athlètes qui voient leur planning de préparation voler en éclats.
Réalistement, les Jeux ne s'arrêtent pas, mais ils se dégradent en une compétition fantôme. Le comité d'organisation prend la décision la plus lourde de l'histoire. Les épreuves continuent, mais sans aucune validation de record mondial possible, faute de chronométrage officiel certifié. Les athlètes courent pour la gloire, mais une gloire que personne ne peut enregistrer. Les Jeux de Milan-Cortina 2026 s'achèvent dans une atmosphère de défaite. Les sponsors se retirent et les délégations cherchent à rapatrier leurs champions. Mais sans Internet, même réserver un vol de retour est impossible. L'iceberg A112 a réussi ce qu'aucune guerre n'avait fait. Transformer la célébration mondiale en un grand vide où chacun est désormais seul avec sa médaille, dans un monde devenu muet et vacillant.